La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4. Social. Chapitre 13. Humanisme. De l'avenir de l'humain. De la conscience du nouvel ordre mondial sur l'espèce humaine vers un désordre global organisé. La tactique est déjà bien rodée par une manipulation des populations. Le contrôle de la société passe d'abord par une stratégie de distraction. Il suffit ensuite de créer des problèmes sociaux pour pouvoir en proposer les solutions. Vient ensuite la stratégie de l'application des mesures sur une durée acceptable, en différé. Puis de traiter les masses en les infantilisant par de l'émotionnel, plutôt que de la réflexion. Les maintenir dans l'ignorance et l'incompréhension en les maintenant dans la médiocrité. Les maintenir dans la culpabilité tout en ayant une parfaite analyse et maîtrise de leur potentiel. Cette organisation doit aussi permettre des immigrations de masse afin de déstabiliser les économies des États-nations. Elle doit organiser la fermeture des industries en raison des transferts afin d'augmenter le chômage. Elle aura ensuite à établir un contrôle total des systèmes d'information et d'éducation. Elle devra également asservir les masses au système économique globalisé par un assistanat social de masse. Elle pourra organiser les évasions fiscales des capitaux pour supprimer l'harmonie sociale. Il conviendra qu'elle établisse une réduction drastique des salaires. Enfin, elle devra impliquer les pays dans des conflits ingérables devenant sans solution. Favoriser l'instabilité politique et sociale. Utiliser le fichage électronique et le contrôle permanent des individus, sous le prétexte des extrémismes et du terrorisme. Participer à un contrôle total de l'alimentation en ruinant les industries alimentaires des États-nations. Tel est le programme global établi en 1985 par le Nouvel Ordre mondial et ses groupements d'action. Cependant, un holocauste se profilerait à partir de ces planifications. Mais, est-il envisageable de prendre une telle possibilité en considération ? Pourtant, l'autodestruction de l'espèce humaine sur la planète Terre apparaît déjà comme inévitable. À ces remarques, il convient d'ajouter que la science, qui d'abord installée dans une logique de contestation des dogmes établis, a ensuite contribué à en établir d'autres en se complaisant dans une logique de conservation à ne pas remettre en cause les précédents. Elle a défini à son tour des dogmes de croyance et refusé tout autre nouveau modèle de recherche devant pouvoir s'exprimer, et cela ne peut être que très regrettable et préjudiciable. À part l'organisation scientifique, quel autre niveau organisationnel pourrait-il remettre l'espèce humaine sur le bon chemin ? Il s'agirait là encore d'une directive de manipulation. Serions-nous sous surveillance d'organisations cosmologiques ? Des entités externes interviendraient-elles en notre faveur ou en notre défaveur ? Et surtout, comment interviendraient-elles ? Il convient de savoir que des extraterrestres, présents sur notre planète, parmi d'autres, seraient en relation avec 74 autres variétés dans notre galaxie, tout en précisant qu'ils n'auraient eux-mêmes exploré que 0,01% de cette galaxie, soit 1/1000 du volume réel. Il se pourrait qu'un protocole puisse permettre d'établir certaines relations qu'il conviendrait d'aborder. Cela préciserait la vérification d'un épouvantable échec qui concernerait une bonne et saine organisation de l'espèce humaine, pour son éventuelle mise sous tutelle, qu'il conviendrait sérieusement d'envisager. Plusieurs scénarios de collapse prévoient une nécessaire guerre contre des extraterrestres qui envisageraient de nous coloniser. Comment les prédicateurs religieux, les acteurs économiques, les philosophes, pourraient-ils supporter une telle situation et l'accepter ? Pamphlets ? Des pamphlets ? Fini la drôlerie anarchique, les alibis admirables, irréfutables, esbouriffants, magiques, merveilleux à tout sabouler, saloper, rien foutre. L'occupation, les exactions, les cœurs meurtris, les justes colères, la mort dans l'âme, etc. Tartuffe patriote, c'est quelqu'un. La présence des Allemands les vexe.
Et la présence des Juifs alors? Plus de Juifs que jamais dans les rues, plus de Juifs que jamais dans la presse, plus de Juifs que jamais au barreau, plus de Juifs que jamais en Sorbonne, plus de Juifs que jamais en médecine, plus de Juifs que jamais au théâtre, à l'opéra, aux Français, dans l'industrie, dans les banques. Paris, la France plus que jamais, livrée aux maçons et aux Juifs plus insolents que jamais. Plus de loges que jamais en coulisses, et plus actives que jamais. Tout ça plus décidé que jamais à ne jamais céder un pouce de ses fermes, de ses privilèges de traite des Blancs par guerre et paix jusqu'au dernier soubresaut du dernier paumé d'indigène. Et les Français sont bien contents, parfaitement d'accord, enthousiastes. Tout ça des histoires de Boche, des trucs pour emmerder les Juifs, les rasier, secouer leur pognon. C'est des vengeances de l'Hitler qu'a pas pu dominer le monde, bien emmerdé. Il y a des petits Juifs bien sympathiques, et des Français des vaches finies, des lots écœurants. C'est pas du tout une question de race. C'est une question de classe. Tout le monde sait ça. Le Juif est l'ami de l'ouvrier, démocrate, ami du progrès, partisan de l'instruction publique, du suffrage des femmes. C'est ça qui compte. C'est autre chose que du cagoulard. Un ami de la liberté. C'est un persécuté le Juif, un homme qui souffre pour sa religion. Une victime des dictatures. Les Juifs responsables de la guerre. Voilà encore une autre salade. Une invention du capital pour disculper les vrais coupables, les hommes de la 5e colonne. Les vrais coupables c'est Hitler et puis Wendel, peut-être Dreyfus, et encore pour lui c'est à voir, d'accord et d'accord tous les trois, les gros ne se mangent pas, avec Churchill et Franco pour étrangler le prolétariat, lui reprendre ses conquêtes de 36, sa dignité par les week-ends, sa Simca et son bois de rose. La France juive et maçonnique, une fois pour toutes. Voilà ce qu'il faut se mettre dans le tronc, cher diplomate. Les équipes sont à l'infini. À peine l'une est-elle usée, qu'une autre se dessine, de plus en plus rapprochante, forcément. Le peuple autrefois il avait, pour patienter, la perspective du paradis. Ça facilitait bien les choses. Il faisait des placements en prière. Le monde tout entier reposait sur la résignation des pauvres dixit la monnaie. Maintenant il se résigne plus le pauvre. La religion chrétienne est morte, avec l'espérance et la foi. Tout en ce monde et tout de suite. Paradis ou pas. Comme le bourgeois, comme le juif. Les plus audacieux, les plus téméraires se raccrochent, malgré tout, à quelques trames usagées, bienvenues, classiques, éprouvées, qui les rassurent et les relient aux choses raisonnables, acceptées, à la foule des personnes convenables. On dirait que le froid les saisit. Ainsi Drummond et Gobineau se raccrochent à leur mère l'Église, leur christianisme, sacrissime, éperdument. Ils brandissent la croix face aux Juifs, patentés suppôts des enfers, l'exorcisent à tout goupillon. Ce qu'ils reprochent surtout aux Youtres, avant tout, par-dessus tout, c'est d'être le meurtrier de Jésus, le souilleur d'hostie, l'empêcheur de chapelet en rond. Que ces griefs tiennent peu en l'air. La croix antidote. Quelle farce! Ce n'est pas tout. Crime des crimes, la religion catholique fut à travers toute notre histoire, la grande proxénète, la grande métisseuse des races nobles, la grande procureuse au pourri, avec tous les saints sacrements, l'enragée contaminatrice. La religion catholique fondée par 12 juifs aura fièrement joué tout son rôle lorsque nous aurons disparu, sous les flots de l'énorme tourbe, du géant lupanar afrosiate qui se prépare à l'horizon. Ainsi la triste vérité, l'Aryan n'a jamais su aimer, aduler que le Dieu des autres, jamais eu de religion propre, de religion blanche. Ce qu'il adore, son cœur, sa foi, lui furent fournis de toutes pièces par ses pires ennemis. On dit des tas de choses, c'est vite fait d'arranger le monde. La question sociale elle demeure, les Juifs n'ont pas tout inventé, ça serait trop beau, l'inégalité des classes, les privilèges des repus, l'injustice en tout et pour tout. Les Juifs n'auraient pas l'occasion de fomenter les révoltes s'ils n'y avaient pas les motifs.
Ils ne les ont pas créés de toutes pièces, ils se démerdent autour, c'est exact, ils se défendent drôlement à coups d'humanitarisme, ils en ont fait leur grande machine, dite des revendications, c'est la plus formidable du monde, qu'est entièrement entre leurs mains, ils sont astucieux, voilà tout. Ils ont le baratin, la plateforme, toutes les loges qui leur poussent au cul. Restait à parachever le turbin. On oubliait Romanov. Il était resté à la traîne là-bas vers Irousk, avec Médem et les enfants. On leur fit un sort en vitesse. Ils faisaient des prières en famille au fond de la maison Ipataev. Ça pouvait pas durer toujours. Ils furent écrabouillés en cave. Nicolas, Médem et ses filles. On n'en fit qu'une chair à pâté, sauf un méquet encore en Suisse, préservé dans un coffre-fort. Ainsi passe la vie des grands. Et puis pour que personne n'en ignore qui s'en était occupé. Ce fut gravé en hébraïque, en fort caractère de cabale, en plein dans le mur, ici et là, tout près du sol, près des cadavres. Gloire et bonheur au peuple juif. Le communisme c'est le grand dada, c'est le grand cheval de bataille du juif. Une seule façon de nous en sortir, lui secouer sa cavale, sauter dessus nous autres, on peut bien. Le bluffeur juif, sale con, fainéant, il ne saura même pas quoi en faire du communisme quand il l'aura. Il salopera, bousillera, tout. Il ne pourra pas s'en empêcher, c'est sa nature. Justice sociale pour le juif. Lui le faisant, le pharaon, le jeteur de poudre, le macroné de l'univers, l'hystérique satrape rebut de l'Orient, le bâtard de toutes les mystiques, l'incapable de tous les métiers, le parasite de tous les temps, l'imposteur de tous les trafics, le malagaufre, tourné canaille. C'est ça l'homme nouveau. Ah pardon? Ça serait drôle, ça serait un miracle, ça serait la première fois au monde qu'on verrait le juif sortir des phrases, des saloperies, des complots, pour se replier au rang commun, au tapin, régulé, correct, marné comme tout le monde, à égalité. Alors ça jamais. Ça n'existe pas. C'est tout le contraire de sa nature. Chié par Moïse, il tient son rang de cac supralux, copain qu'avec les autres chiés, en Moïse, en l'Éternel. Il est que pourri, pourrissant. Il a qu'une chose d'authentique au fond de sa substance d'ordure, c'est sa haine pour nous, son mépris, sa rage à nous faire crouler, toujours plus bas en fosse commune. Qu'est-ce qu'il attend du communisme? De nous cintrer encore plus étroits, nous beurrateurs d'encore plus près dans la prison juive. Tous ouvriers, oui, mais sous lui. Et pourquoi faire? Sans caprice, tiens. Sa fantaisie, son apothéose de faux nègre. Il y a du leverteur dans chaque juif, je les expédierai tout là-bas, moi, à Saint-Domingue, Caraïbes, ça serait un bon climat pour eux, ils verraient aux îles ce que ça donne, le communisme entre cousins, puisqu'ils veulent plus de la Palestine. S'il y avait encore un peu de moelle au fond de la carcasse des Français, ça serait le moment d'essayer, absolument entre nous, ici même, le fameux gris-gris communiste, la panacée universelle, avant que les Juifs nous l'infligeant, sans nous demander notre avis, pour leur triomphe et notre supplice. Ça serait prudence élémentaire, les Juifs absolument exclus, autrement c'est la catastrophe, c'est la culbute aux abîmes, au reptilarium cabalique, au gouffre de l'arrière-pensée. Bouffer du juif ça ne suffit pas, je le dis bien, ça tourne en rond, en rigolade, une façon de battre du tambour si on ne saisit pas leurs ficelles, qu'on les étrangle pas avec. Voilà le travail, voilà l'homme. Tout le reste c'est du rabakis, ça vous écure tous les journaux, dit farouchement antisémite, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? On se demande. Qu'est-ce qu'ils veulent? La place des youpins. Carré là-dedans leur chère personne. Ils sont cocasses les canards, ils se grattent un petit peu. Ça ne suit pas? Ils sont emmerdés. Voilà des mois qu'il essaie de faire tressaillir la viande froide, de Gaulle il enverrait des durs s'il arrivait par ici. Il ne se doute pas ce que c'est frigide l'enthousiasme français. Il serait écœuré en moins de 2. Elle est morte Adèle, elle bouge plus. Qu'est-ce qu'elle veut Adèle? De la patrie. Des bas morceaux. De la candeur. Du naturel. De l'ordre moral. Des anathèmes.
des souscriptions, de la violence, ou des papouilles, des grands procès, des grands poètes. Faut pas être un grand astrologue pour présager des choses pareilles. Dans le mou, dans le vide, ils continuent, toute leur carrière en dépend, les juifs par-ci, les loges par-là. Mais ça l'intéresse pas le public. Comme on dirait de moins en moins. Ils bravent alors l'adversité, ils hurlent à contre-courant, ils ameutent le souscripteur. Le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, passionne de plus en plus nos foules, les villes, les campagnes, nos masses entrent en effervescence. Elles exigent la mort des maçons, des youpins, de leurs créatures, qu'ont mis la France dans cet état, dans cette position trop atroce, dans ces draps infâmes. Mais ce n'est pas vrai. Les arracheurs. Les masses elles demandent rien du tout, elles gueuleraient plutôt, vive les juifs. Qui savent bien mieux promettre la lune. Le peuple il est pas anti-juif, il est judéophage, il veut bouffer que du bourgeois qu'il connaît bien, son idéal, son modèle, son patron direct, qui est du même chef-lieu de canton, du même bled, du même village, qui parle son patois si possible, son frère français qu'a réussi, il est fratrophage, le français, pas mangeur de juifs pour un sou. Le juif il est pas en question, l'antisémitisme c'est un blaze, l'invention canaille des bourgeois et de leurs suppôts pour dériver le pauvre peuple, c'est trop légitime fureur sur un innocent. Mais le peuple ne marchera pas, il sait trop bien à quoi s'en tenir. Il est éclairé. Le juif est un homme méritant, c'est un homme à épargner, c'est un homme persécuté par le capitalisme nazi, un homme qu'on essaie de salir avec ses balivernes racistes, l'anti-juif c'est un cagoulard, un ennemi du prolétariat, un fasciste larbin des patrons, des gros, des trusts, des Wendel. Et puis voilà, et puis c'est tout. On retourne à la question des ronds. La grande question des temps qui courent. Le juif il est mystérieux, il a des façons étrangères, il est international, il joue la misère, il a son pognon pas visible. Et le Michelet, quel vendu. Et que je t'embarque tout détonnant en pleine, d'éconophonerie buse. Phénoménal époustouflant à 100 000 bords canonnant de 100 000 bourdes. Et toujours à contre-cause, contre les siens, contre son sang, et toujours pour la gloire du juif, son apothéose, son génie, sa prééminence hors de doute. Toujours un petit juif là dans le coin, tapi, goguenard, qui se tâtonne, et puis le goût en ébullition, maintenant rassuré se rapproche, voyant l'objet si bien en feu, passe la main sur ce joli con. L'encourage, l'asticote, caresse, lui lisse le poil, l'envers, l'endroit, jubile. Ah! Le bon Arian toujours le même, toujours semblable à lui-même, toujours prêt à faire jouir son juif. Ah! Qu'il est franc! Ah! Qu'il est voué! Ah! Qu'il est juteux à la mort! Et qu'il se remet en action, le joli con, requinqué de si chaude étreinte, d'humanitaire compréhension. Ah! Nom de Dieu! Il n'y en a pas de race. Il n'y a pas de juif non plus, bordel sang. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Quel bobard! Quelle crasse abomination! Quelle saloperie des fascistes! C'est pas la honte de notre époque de voir des dinosaures pareils. Du sang des victimes dégoûtant. Tout englué de cœur d'apôtres. Foulant, broyant, écartelant la substance même de vérité. La chair lumineuse et musique. Extrait de Les Beaux Draps. Louis-Ferdinand Céline. Pamphlet édité aux Nouvelles Éditions Françaises en 1941. De la conscience des mots vers une inconscience des mots. Des citrons. Il suffirait de congeler des citrons, pour pouvoir ensuite les râper dans leur entier, avec la pulpe, et en saupoudrer les aliments s'y prêtant le mieux. Ainsi utilisé, le râpé de citron aiderait le corps à se débarrasser des toxines. Le citron, utilisé de cette façon, aurait la faculté de détruire certaines cellules cancéreuses. Il serait 10 000 fois plus efficace que l'adriamycine, actuellement utilisée en chimiothérapie. Il aurait aussi des facultés antibactériennes et serait utile contre certains parasites.
Il régulerait également la pression artérielle et agirait comme antidépresseur. Ces découvertes auraient été réalisées par un grand laboratoire pharmaceutique. Il convient de comprendre qu'une telle découverte ne puisse pas être mise à la connaissance des populations. Toute la commercialisation entourant la cancérologie en serait beaucoup trop affectée. Il est bien plus intéressant, pour l'industrie pharmaceutique, de pouvoir conserver la chimiothérapie classique entretenant les patients dans le carcan des médicaments chimiques. N'attendez pas non plus, du journal télévisé du 20h, de vous dévoiler une telle information. Son potentiel publicitaire en serait immédiatement et irrémédiablement atteint. Quant au personnel politique, il suffit de lui apporter un élément économique convaincant pour qu'il se désintéresse du sujet. Même si vous n'êtes pas convaincu d'un possible résultat, tester cette formule ne devrait pas vous nuire. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Épilogue. Tour d'horizon. Il s'agit d'un rapide tour d'horizon, dans des domaines variés, venant d'être abordés. Il laisse à penser que l'humanité, à laquelle nous appartenons, n'est pas encore adulte. À l'échelle du temps universel, d'autres entités se seraient développées, bien avant nous, sur d'autres planètes, dans notre galaxie et aussi ailleurs dans l'univers. Selon des modèles de référence, auprès desquels nous pourrions nous comparer, nous apparaîtrions comme de très jeunes enfants espiègles, querelleurs et asociaux. Nous sommes dans l'incapacité d'établir un modèle social équilibré et vertueux, pour chacun des habitants de cette planète. Aucune organisation sociale ne nous permet de vivre en harmonie, les uns avec les autres. C'est sans doute logique, puisque chaque peuple sur notre planète s'est développé, en totale indépendance. C'est même vrai pour chaque pays. Une apparente réalité, de visiteurs multiples, provenant d'autres horizons galactiques, nous fait prendre conscience qu'il y aurait autant de différences entre ces espèces humanoïdes, ou pas, et nous, qu'il y en a entre nous et les sociétés des fourmis qui habitent notre planète. Si nous avions la possibilité d'entrer en contact avec les fourmis, pour leur indiquer la réalité de notre existence, nous risquerions de déstabiliser leurs modèles sociaux et de compromettre leurs organisations. De la même façon, des civilisations extraterrestres risqueraient de déstabiliser notre modèle organisationnel, s'ils tentaient d'interférer avec nos stratégies sociales. Malgré les nombreux témoignages concernant une réalité de leur intrusion dans notre espace aérien et une quasi-certitude de leur implication à des niveaux militaires, leur discrétion reste essentielle et totale pour l'ensemble de la société humaine. La précarité des institutions qui régissent notre société humaine, particulièrement hétéroclite d'une part, les déficiences économiques fonctionnelles d'autre part, nous font entrevoir une incapacité totale, de la part de l'oligarchie dirigeante, à élever l'humanité à un niveau supérieur d'intelligence. Tout observateur extérieur, qui serait susceptible de contempler notre niveau évolutif, serait immédiatement conscient de notre incapacité à progresser vers une évolution mentale supérieure. Une unification globale de la société humaine terrestre serait vraisemblablement indispensable pour une éventuelle entrée dans le club, peut-être exceptionnel, des extraterrestres. Il apparaît peu probable que cela ne puisse être envisageable avant plusieurs siècles. Peut-être, l'oligarchie, qui est à l'origine des désordres occasionnés sur notre planète, envisage-t-elle de la quitter, en laissant l'ensemble des peuples à leur triste sort. Celui de l'anéantissement, à brève échéance, de la vie humaine, dans son acception organisationnelle actuelle. Selon toute vraisemblance, cette éventuelle opportunité se serait peut-être déjà produite après la chute du Troisième Reich. Cette oligarchie est obligatoirement consciente des dégâts irréversibles causés à notre planète. Est-ce que ça suffirait à expliquer leur apparent désarroi, en face d'une éventuelle menace d'un débarquement massif, d'entités venues d'ailleurs? Pour quel motif, des sociétés extraterrestres interviendraient-elles? Justement, à cause de la mauvaise orientation du devenir humain. Une évidente mise en œuvre, très récente, d'informations concernant la réalité des extraterrestres s'est organisée. Toutefois, le secteur militaire est toujours en opposition avec les autorités civiles.
Son organisation du silence et du dénigrement des témoignages reste prépondérante. Pourtant, cette nouvelle possibilité de préparation progressive des opinions publiques passe par différents moyens. Les plus usités, consistant à présenter des fictions comme autant de possibles réalités. Tout y aurait été analysé. Depuis l'impact catastrophique sur des populations découvrant un débarquement massif d'objets venus d'ailleurs, sans y avoir été préparés, jusqu'à la possibilité de résister, mais comment, à une telle éventualité. La technologie supposée de ces voyageurs du cosmos ne nous paraît pas encore compréhensible. L'humain ne pourra survivre qu'à partir d'un autre modèle d'organisation de la société humaine, c'est une évidence. Celui qui prévaut actuellement est destiné à un échec inexorable. Cela n'a évidemment rien de dramatique, cela permettrait à l'humain de rebondir sur un modèle social plus global, plus sécuritaire, plus responsable et plus solidaire. Et puis, la vie se développe partout, dans l'univers, dès l'instant où les conditions favorables à son développement sont requises. L'avenir de l'espèce humaine, à l'échelle universelle, n'est qu'une probabilité de plus. La réalité de l'univers physique pourrait n'être, à son sujet aussi, qu'une construction spirituelle. Une théorie du code des chiffres, dans son élaboration fractale, semble régir cet univers, et cela, à tous les endroits de sa réalité, pour ce qu'il en serait de notre perception. Ceux qui se sont désignés comme responsables de nos modèles sociaux apparaissent bien démunis et incapables à nous diriger correctement et logiquement vers une progression intellectuelle de l'humain. Quel modèle social universel peut-il être envisagé pour une situation humaine dont l'avenir est tellement compromis? D'autre part, il apparaît également évident que chacun d'entre nous passe par la nécessité de phases évolutives successives. La progression de notre conscience apparaît devoir passer par plusieurs schémas d'expériences et modèles d'expérimentation, où l'univers physique n'apparaît plus qu'en une zone expérimentale, indispensable à notre devenir individuel. Cependant, l'unité humaine ne peut progresser qu'en adéquation avec la globalité, dont elle fait intimement partie. Il convient de prendre en considération aussi que l'être humain n'est qu'une espèce animale, parmi les autres. Or, toutes les espèces animales, comme les espèces végétales, correspondent à des descriptions énergétiques. La vie n'est qu'une prolifération d'énergie. L'énergie, n'apparaissant elle-même qu'en modèle d'information. L'humain est donc un prédateur, dont la première nécessité est de se procurer de l'énergie pour pouvoir se maintenir en vie. Toutefois, puisqu'il représente lui-même une source d'énergie, il est également une proie, porteuse d'informations. Les nécessités, pour chaque personne, sont d'abord d'assurer la subsistance physiologique, puis sécuritaire. Parce qu'elle vit en groupe, il lui faut déterminer son niveau hiérarchique social précis. Elle se doit d'être digne de respect, mais aussi consciente de devoir respecter les autres strates de la société. C'est seulement, à partir de toutes ces considérations, que son autonomie personnelle pourra s'affirmer. Il ne faut, pourtant, jamais perdre de vue que tout n'est, ici, que précarité, y compris la vie. Ce qui apparaît préoccupant, dans ce schéma philosophique, c'est qu'on ne parvient pas à comprendre quelle est la source d'énergie, apparemment intarissable, qui permet l'émergence d'une vie sans fin. Chaque entité, que chaque être vivant représente, serait-elle simplement contrainte à une nécessité évolutive vers un objectif de globalité? S'il en est ainsi, le combat de chacun à la survie et à la longévité s'explique. Dans le cas contraire, quelle serait alors la raison d'un tel imbroglio? En résumé, le dernier regard est une exploration de la nature humaine et de son devenir. La description qui en est faite, de son organisation sociale, démontre l'incapacité totale de ses dirigeants à faire évoluer l'humain vers une intelligence supérieure. Les mêmes causes, toujours mises en œuvre, provoquent inexorablement les mêmes conséquences. Les oligarchies dirigeantes sont plus préoccupées d'asseoir leurs prérogatives et leurs privilèges et d'assouvir leurs instincts prétentieux et belliqueux. Elles se considèrent au-dessus des lois et des règles sociales qu'elles font, elles-mêmes érigées, tout en s'efforçant à ne pas les respecter.
Leur cupidité intolérable emmène la société humaine vers un mur, qui précipitera tout l'ensemble vers un effondrement de la vie sur cette planète. L'explication, dans la réalité d'une prolifération de la vie, partout dans l'univers, nous fait prendre en considération que la précarité, concernant le futur de l'espèce humaine, est sans importance. La confrontation de l'humain, avec tous ces objets volants non identifiés, qui viendraient en visite, est plutôt porteuse d'espérance. La prolifération de tous ces visiteurs, particulièrement discrets, venus d'ailleurs, hors de notre système solaire, selon toute vraisemblance, nous permettra peut-être de comprendre quelle est la réalité de notre devenir. Toutefois, une remise à plat de notre organisation sociale, dans sa globalité, sera indispensable à un hypothétique sursis, dans la prolongation de l'existence de l'espèce humaine. L'auteur se présente en électron libre. Selon lui, aucune organisation, d'aucune sorte, ni philosophique ni religieuse, ni politique ni économique, n'est parvenue à le formater. Son regard critique sur notre société humaine en serait la conséquence. Après une scolarité difficile, il est parvenu ensuite à progresser, par nécessité économique, au sein de la hiérarchie sociale. Il se considère comme un lanceur d'alerte un peu particulier. Son discernement n'est pas de dénoncer, mais d'informer sur les dysfonctionnements dans l'organisation de l'espèce humaine. Son analyse, sur la précarité d'une continuité de l'existence de l'espèce humaine, n'est pas sa préoccupation. Cette espèce animale, lui apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa planète pour qu'il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est celle de l'interrogation. Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt à ses yeux, devrait-elle continuer à proliférer ? La conscience individuelle et collective, toujours selon lui, doit pouvoir s'élever, dans d'autres schémas organisationnels de la vie. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube.